Bismillah. L'édico crut que son corps prenait feu, puis plus rien. Il poursuivait maintenant son étrange périple, ponctué par l'infatigable cliquetis des chenilles. Le souffle rauque du four s'estompa. L'édico n'osait plus respirer. La gorge sèche, incapable de croire qu'il était encore en vie, il s'efforça de comprendre. J'avais raison. Un deuxième itinéraire. Un deuxième itinéraire. Le container s'immobilisa enfin et le lourd couvercle s'escamota. Emporté dans les airs par un palais aimanté, à demi asphyxié, l'édico s'accrocha au rebord de sa nacelle. Avalant goulûment de grandes bouffées d'air moite, il n'eut guère le temps de savourer son retour dans le monde vivant. Un bras mobile descendait lentement de la voûte enfumée. Le détective grimaça. Une onde de répulsion l'envahit à la vue des tenailles qui menaçaient de se refermer sur lui. Il se redressa péniblement sur ses jambes ankylosées et se laissa emporter dans les airs. Tandis qu'il s'élevait parmi les fumerolles, la vision de l'enfer s'offrit à lui, qui figea son sang dans ses veines. Des dizaines d'autres bras rétractables, suspendus au même rail, convoyaient autant de cadavres recroquevillés à une centaine de mètres au-dessus du sol. Le souffle court, l'édico s'interrogeait sur la destination finale de cet acheminement macabre, lorsqu'une énorme masse apparut dans son champ de vision. Un cargo spatial s'étrangla le policier. Immobile sur une aire de stationnement ponctuée de balises bleues, l'appareil était en phase de chargement. Ses panneaux de soute supérieurs grands ouverts, l'un après l'autre, chaque bras y déposait son fardeau en un cérémoniel silencieux et funèbre. L'édico leva les yeux, le ciel découpait un cercle clair au-dessus de lui, il comprit où il venait d'aboutir. Dans le flux, dans le fût d'une des gigantesques cheminées aménagées en base de lancement, dans la lumière de puissants projecteurs, de nombreuses silhouettes s'activaient autour du vaisseau. L'édico prit peur. Il se contorsionna de son mieux pour ressembler à l'un de ces malheureux cadavres. La position était inconfortable. Il dut serrer les dents. Mais les personnels étaient bien trop affairés pour prendre garde à lui. Il passa ainsi au-dessus de leur tête en retenant son souffle et se laissa déposer délicatement à l'insu de tous dans le ventre du cargo. Il était destiné à un nouveau container de forme plus fine, lequel roulait sur un nouveau tapis roulant desservant de nouveaux silos. Mais il en avait plus qu'assez d'être le jouet de ces systèmes de transport automatique. Il se dégagea des tenailles et sauta sur le côté. À ce moment précis, le bruit d'une conversation lui parvint. Renvoyé par l'écho, l'édico se hâta de disparaître derrière un empilement de cercueils, observant dans la lumière chiche deux personnages qui remontaient l'allée centrale. Il reconnut le plus grand. C'était Hajar, le secrétaire spécial de Banner. L'autre ne lui disait rien. À leur temps autant qu'à la manière dont ils inspectaient le sinistre cargaison, il devina que le torchon brûlait entre eux. À ce rythme, les quotas de production ne seront jamais atteints, lança le premier avec mauvaise humeur. Nous n'y pouvons rien, monsieur Hajar. Nous sommes prisonniers de l'importance de la matière première. Vous avez une idée de reproche qu'on ne se privera pas de m'adresser en haut lieu? En avez-vous la moindre idée? Si nous prenons en compte l'impact psychologique sur la population, l'impact psychologique, que voulez-vous que cela me fasse? Lancez une campagne de publicité pour que chaque foyer s'équipe en machine à rêve. Ainsi, nous contrôlerons plus aisément les différentes étapes de la production. C'est une bonne idée, répliqua Hajar, mais nous ne disposons pas de machines en nombre suffisant. Et puis nous visions d'autres objectifs. Objectifs qui pourraient n'être jamais atteints si les divis se mettent à faire des cartons sur les noctambules. Les courbes statistiques sont formelles. Les gens rêvent moins, sitôt que leurs espoirs renaissent, et donc ils offrent des proies moins faciles. Épargnez-moi ce genre de remarques. Le conseiller Bannet m'en abreuve à longueur de journée. Le cas de Kerson Ledico est isolé. La mégapole grouille déjà d'associaux. On raconte que certains ont réappris à rêver seuls. Des racontards. Nous les traquons sans pitié. Imaginez que nos concitoyens les imitent. Impossible. Les premiers troubles consécutifs au manque de rêve sont si dissuasifs que quiconque tente de se sévrer doit rapidement renoncer. Désormais, détournez toutes les victimes des fours, sans exception. C'est un ordre. Impossible. Nous devons pour la forme incinérer quelques corps, ou sinon le simple personnel, celui qui travaille hors de la zone secrète.
commencera à avoir des soupçons. Déjà, j'ai entendu parler d'un trafic de pierres jaunes. Ces pierres lumineuses dont vous savez pertinemment qu'elles ne se trouvent pas sur Archivis. Ce sont sans doute des membres des équipages ou des escortes militaires. Comment savoir? Mais les fuites deviennent de plus en plus nombreuses. Le secret s'ébruitera avant peu, et alors ce sera une terrible explosion qui nous emportera tous. Cela ne peut pas arriver. L'administration y veille. Et l'administration a l'œil sur tout. Heiger se pencha dangereusement vers son interlocuteur. Méfiez-vous, vous n'êtes pas en place qu'aussi longtemps que vous collaborerez avec le maximum d'efficacité. Le conseiller Banet a été très clair. Il faut accélérer les choses. Leur hache va bientôt sonner. Archivis va renaître de ses cendres, et ses ennemis d'hier vont payer chèrement l'humiliation qu'ils nous ont fait endurer. Le directeur du crématorium baissa la tête sans répondre. Les deux hommes regagnèrent le pont supérieur par un escalier. Les panneaux de la soute se refermèrent avec des claquements sourds, et Carson Ledico se retrouva seul dans la demi-pénombre. Il s'assit parmi les cercueils de verre, ses bras encerclant ses genoux. Puis, vaincu par la fatigue, il finit par piquer du nez et s'assoupir. Il rêva. Il rêva qu'il traversait un mur d'eau, derrière lequel Martha était en vie et lui tendait la main. Il hésitait à traverser ce mur, car un pan de sa raison lui criait que cela ne pouvait être, qu'aucun programme de machine n'avait conçu une telle vision. La jeune femme l'appelait avec un tel empressement qu'il se décida enfin. Il traversa la cascade, et les gouttes d'eau claire rebondirent sur sa gabardine comme sur une armure. Martha était là, devant lui, et souriait. Il sentit ses bras d'albâtre s'enrouler autour de son cou, son souffle tiède courir sur ses lèvres. Il respira les délicats parfums qu'exhalait sa peau diaphane. Quelque part, de suaves harmonies s'envolèrent d'un piano. Il crut que le monde entier lui était rendu, et ce bonheur incommensurable l'embrasa jusqu'au tréfonds de son être. Non, ce ne pouvait être. Il rêvait.